monsieur, si je le dis, il fera du mal à maman. » Une fillette de 7 ans murmura ces mots à l'oreille d'un millionnaire reclus. Au début, il pensa qu'il ne s'agissait que de l'imagination effrayée d'une enfant sensible, mais il était loin de se douter que ces quelques mots prononcés à voix basse étaient la clé qui allait révéler des ténèbres terrifiantes que personne n'avait jamais soupçonnées. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Richard se réveilla tôt, comme toujours. Il enfila sa chemise rayée habituelle, un pantalon kaki gris clair et des chaussures en cuir souple usé. Dans sa main droite, il tenait un arrosoir et vérifiait la base de chaque plant de lavande qui bordait la clôture blanche devant sa maison. Le quartier de San Mateo était encore calme. Une douce brise venait de l'océan lointain et quelques moineaux pépiaient sur les fils téléphoniques. Richard aimait la routine. Chaque jour, à 6 heures précises, il arrosait les plantes, jamais une minute en retard. Jusqu'à ce matin, lorsque une voix murmura derrière lui, « Monsieur ». Il se retourna. Une petite fille d'environ 7 ans se tenait à quelques pas de là. Ses longs cheveux étaient légèrement emmêlés et elle serrait contre elle un carnet de dessin au coin corné. Sa veste rose flottait sur sa petite silhouette. Son visage était pâle et ses yeux, il n'était pas comme ceux des autres enfants. « Je appelle Lily », dit-elle doucement. Il est revenu. Maman m'a dit de ne le dire à personne, mais j'y ai peur. Si je dis quoi que ce soit, il lui fera du mal. Richard se figea, non pas à cause des mots, mais à cause de la façon dont la fillette baissait la tête, comme si elle avouait quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, était de sa faute. Il laisse accroupi pour croiser son regard. « Qui est-il » demanda-t-il gentiment, la voix stable. Lily serra plus fort son carnet de dessin. « Je ne sais pas si j'y ai le droit de le dire. » À cet instant, le bruit de pantoufles traînant sur le sol se fit entendre sur sa gauche. Une femme d'une trentaine d'années sortit précipitamment de la maison voisine. Son visage était blême, ses joues rouges, comme si elle avait pleuré ou elle n'avait pas dormi de la nuit. « Lee, je t'avais dit de ne pas t'enfuir. » Elle interposa rapidement, posant une main sur l'épaule de sa fille et adressant à Richard un sourire poli. « Je suis désolé, elle a tendance à laisser son imagination s'emballer. Quand elle a peur, elle a une légère malformation cardiaque. » Le médecin dit d'éviter le stress. « S'il vous plaît, ne faites pas attention à elle. » Richard hocha la tête. Il ne posa plus de questions, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Lily, même lorsque la femme entraîna doucement. La porte de la maison numéro 17 se referma. Tout redevint silencieux. Mais pas pour Richard. Il essuya la sueur de son front avec un mouchoir, bien que l'air du matin fût encore frais. Dans son bureau, derrière la maison, il s'assit à son bureau en bois et ouvrit un vieux carnet en cuir. La première ligne, écrite à encre noire, comme il le faisait chaque jour pour consigner les petits moments de la vie, jour 14, la première fois que Lily a parlé de lui. Voix chuchotée, mais des yeux qui ne mentaient pas. Il resta assis là, en silence, les yeux fixés sur la vieille horloge accrochée au mur. Près de 4 ans auparavant, sa femme Sarah était morte d'un accident vasculaire cérébral. Peu de temps avant, elle lui avait dit un jour, « Tu crois qu'il aime ?» Mais quand j'y ai dit que j'y avais peur, personne ne m'a cru. Richard n'avait pas su quoi répondre à l'époque, et il n'eut pas l'occasion de dire quoi que ce soit avant que Sarah ne s'éteigne. Depuis ce jour, il avait cessé de poser des questions aux gens, mais il n'ignorait jamais rien qui lui semblait suspect. Cet après-midi-là, il se tenait sur son porche, observant la maison voisine. La fenêtre du 2e étage était légèrement entr'ouverte. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, se tenait immobile devant la porte d'Emily, la jeune mère dont Richard ne connaissait même pas le nom jusqu'à ce matin. L'homme ne frappa pas, ne parla pas. Il resta simplement là pendant près de 10 minutes, puis il tourna les talons et s'éloigna. À cet instant précis, le rideau du 2e étage bougea légèrement. Richard vit Lily. Elle était à l'intérieur, observant. Pendant une brève seconde, elle le regarda droit dans les yeux. Elle ne sourit pas, ne pleura pas. Elle se contenta de regarder, un regard qui semblait attendre. Ce soir-là, Richard examina les enregistrements des caméras de sécurité autour de sa maison. Le clip de 6 heures du matin se joua clairement. Lily, debout sous le soleil matinal, serrant son carnet de croquis, ses pieds dans des tongs rouges usés. La scène ne durait que quelques secondes, mais il la visionna 3 fois. Assis dans le noir, le carnet devant lui, Richard effleura son stylo. Il écrivit, pas de l'imagination. Pas un hasard.
Un enfant ne dit « il fera du mal à maman » que elle a déjà vu faire. Demain, je demanderai à nouveau. Doucement, pour que personne n'ait peur. Et les mots qu'il écrivait, chaque petit détail qu'il avait soigneusement consigné, allait bientôt devenir le premier maillon d'une chaîne qui mettrait à jour une vérité que personne n'avait vu venir. Quelques semaines étaient écoulées depuis ce matin où Lily avait murmuré dans le jardin de lavande de Richard. Son carnet était épaissi, rempli d'une écriture régulière et délibérée. Chaque matin, il poursuivait sa routine, arrosant les plantes, occupant du jardin, mais ses yeux ne s'attardaient plus seulement sur les fleurs. De plus en plus souvent, il passait au-delà de la clôture blanche, en direction de la maison numéro 17. Il semblait que Emily et Lily essayaient de reconstruire leur vie. Emily travaillait comme comptable indépendante, et Richard remarquait souvent la lumière de son petit bureau allumé tard dans la nuit. Parfois, il la voyait se frotter les yeux, les épaules affaissées, tandis qu'elle se versait une tasse de café le matin. Quant à la petite Lily, elle allait à l'école l'après-midi et jouait généralement dehors quelques minutes avant de rentrer faire ses devoirs. Richard pouvait voir que Emily faisait tout son possible pour créer un monde paisible pour sa fille, un effort admirable mais visiblement alourdi par une tension silencieuse. Un mardi matin, alors que Richard arrosait le lierre grimpant le long de son mur, une Cadillac noire et brillante, lustrée mais avec quelques petites éraflures sur le pare-chocs arrière, s'arrêta brusquement devant la maison d'Emily. Ce n'était pas la voiture d'un visiteur ordinaire. La portière s'ouvrit et un homme en sortit. Il était grand et large des épaules, vêtu d'une chemise impeccablement repassée et d'un jean foncé. Ses cheveux d'un noir de jais étaient soigneusement coiffés. Richard ne l'avait jamais vu auparavant, du moins pas en personne, mais il le reconnut instantanément. C'était le même homme qui était tenu silencieusement devant la maison d'Emily l'après-midi où Lily lui avait parlé. L'homme se dirigea droit vers la porte du numéro 17. Il ne frappa pas. Au lieu de cela, il sonna une fois, fermement, et resta là, les mains sur les hanches. Richard vit Emily ouvrir la porte. Son visage changea instantanément. Ses épaules se contractèrent légèrement, un geste défensif instinctif qui perturba profondément Richard. Elle portait un vieux t-shirt et un pantalon de sport, ses cheveux attachés à la hâte. « Dean », dit Emily, sa voix douce mais teintée de frustration, presque de peur. Elle recula légèrement, ouvrant la porte juste assez pour que Dean puisse voir à l'intérieur. Richard ne pouvait pas distinguer ce que Dean disait, mais son langage corporel en disait long. Il se tenait trop près d'Emily, sa grande silhouette l'engloutissant presque. Il inclinait légèrement la tête en parlant, son ton ferme, chaque mot tombant comme une fléchette visant directement sa cible. Emily évitait son regard, les mains serrées devant sa poitrine. C'était une danse familière, une danse que Richard avait vue bien trop de fois. Mais où était Lily? Les yeux de Richard balayèrent la cour. La fillette jouait habituellement dehors à cette heure-ci, mais aujourd'hui, le devant de la maison numéro 17 était silencieux. Aucune trace d'elle. Cela ne fit que approfondir l'inquiétude de Richard. Chaque fois que Dean apparaissait, Lily disparaissait. Elle se cachait quelque part, peut-être derrière le rideau ou recroquevillée dans sa chambre. Les visites de Dean devinrent bientôt une routine troublante. Il venait à des heures étranges, sans prévenir, jamais à un horaire fixe. Parfois, il restait des heures, des voix tendues résonnant de l'intérieur de la maison. Des autres fois, il ne restait que quelques minutes, une brève confrontation, puis il partait, laissant Emily pâle et secouée. Richard ne pouvait pas entendre les conversations complètes, mais il commença à reconnaître certains mots, des phrases qui revenaient sans cesse, responsabilité, famille et le coup. L'instinct de Richard lui dit de commencer à tenir des registres. Il ajouta de nouvelles entrées dans son vieux carnet relié en cuir. 21 mars, 10 h, la Cadillac noire de Dean est apparue. Dean a parlé avec Emily pendant environ 15 minutes. Emily semblait extrêmement tendue. Lily n'est pas sortie. 23 mars, 17 h, Dean est revenu et est resté 2 heures. Entendu des voix fortes de l'intérieur. Lily se cachait derrière la fenêtre de l'étage. 26 mars, 8h30, Dean est arrivé avec un autre homme. Tous deux avaient l'air froid et détaché. Dean a montré Lily du doigt à distance. Lily est rentrée en courant. Richard ne savait pas ce qu'il allait faire de ces informations. Les donnerait-il à la police, ou essayait-il simplement de calmer le malaise grandissant dans sa poitrine, de ne pas commettre 2 fois la même erreur?
La douleur du passé était toujours là, mais elle était maintenant fusionnée avec quelque chose d'encore plus insupportable, voir la même peur resserrer son étreinte sur Lily et Emily. Une fin d'après-midi, alors que le soleil projetait de longues ombres, Richard taillait ses rosiers quand il entendit à nouveau la voix de Dean, cette fois plus forte, plus tranchante. « Tu me le dois », gronda Dean, chaque mot chargé d'une force psychologique. « Je t'ai aidé à sauver cette fille. Maintenant, tu me le dois. Pas seulement de l'argent. Une famille. Tu penses vraiment pouvoir te cacher de moi pour toujours ?» La voix de Dean était empreinte de colère et d'un sentiment de droit, une puissance qui semblait inébranlable. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'entendait pas seulement un ex-mari formuler des exigences, il entendait un manipulateur, un homme qui croyait posséder les gens, un homme qui utiliserait même la vie de son propre enfant comme levier pour contrôler sa mère. Richard retint son souffle, écoutant le grondement du moteur de la Cadillac noire, les pneus crissant légèrement alors qu'elle démarrait en trombe. Il regarda vers la maison d'Emily. La porte restait fermée. Aucun son. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quel mot. Richard le savait maintenant. Dean Henderson n'était pas juste un ex qui ne pouvait pas tourner la page. Il était un fantôme du passé, un prédateur resserrant son emprise. Et Richard? Richard était devenu un témoin, un homme pris entre les ombres et la vérité. Dans les semaines qui suivirent, le carnet de Richard était plus une collection d'entrées éparses. Il était devenu une séquence d'événements, une chronologie constante de la peur. Les visites de Dean se faisaient plus fréquentes, plus intenses. Il arrivait plus à des heures prévisibles. Parfois, il se présentait au milieu de la nuit, ses phares balayant les fenêtres d'Emily, suivis de coups urgents et martelés qui brisaient le silence. Richard, qui avait le sommeil léger, se réveillait souvent en sursaut et jetait un coup d'œil vers la fenêtre. Il voyait Emily allumer les lumières, le visage pâle et anxieux, tandis qu'elle ouvrait la porte. Dean se tenait là, grand, imposant, et un autre échange tendu commençait. Richard remarqua également des changements frappants chez Emily. Elle semblait plus mince, les cernes sous ses yeux plus prononcées. Elle travaillait sans relâche, la lumière de son petit bureau brillant souvent au-delà de minuit. Elle prenait fréquemment des appels téléphoniques, parfois en chuchotant, parfois en essayant de rassurer son interlocuteur avant de pousser de longs soupirs lasses. Richard comprit que Emily luttait sous le poids de la pression financière. Elle essayait de le cacher, mais les factures de services publics impayées, les simples sacs des épiceries et ses refus fréquents de laisser Lily assister à des sorties sociales, toujours avec elle excuse « maman doit travailler », racontait l'histoire. Il se souvenait clairement d'un après-midi. Il s'occupait de quelques plantes en pot près de la limite de sa propriété lorsque des voix portèrent depuis le jardin d'Emily. Dean essayait même plus de cacher sa colère. « Tu penses encore pouvoir te cacher de moi, Emily ?» La voix de Dean était basse, grinçante, comme un marteau frappant juste à côté de sa cible. « Après tout ce que nous avons traversé, tu penses pouvoir te dérober à ta responsabilité ?» La réponse d'Emily était tremblante, mais elle portait une rare lueur d'acier. « La responsabilité ? Tu veux parler de responsabilité, Dean ? Où étais-tu quand Lily avait le plus besoin de toi ? Quand elle a été transportée des urgences à l'hôpital. Tu es parti. Tu l'as abandonnée. » Richard se figea. Lily avait été hospitalisée. Il ne l'avait jamais su. Dean laissa échapper un rire aigu et méprisant, froid et coupant. « Oh, encore ça. Je t'ai aidé, n'est-ce pas ? J'y ai payé pour sauver cette fille, n'est-ce pas ? Sans moi, elle aurait. Tu me le dois, Emily. Tu me dois une famille. Tu me dois de l'argent. Tu me dois de la gratitude. Tu avais accepté qu'il n'y aurait aucune contrainte légale. » Cria presque Emily, la voix brisée. « C'est exact, » rétorqua Dean, le triomphe dans le ton. « Parce que je croyais en la famille. Je croyais que tu comprendrais. Mais qu'as-tu fait, Emily ? Tu aimes à tourner le dos, à moi, le père de ton enfant. Tu n'as aucune preuve, Emily. Pas un papier, pas un message pour étayer tes soi-disant promesses. Tu sais de quoi je suis capable. » Dean ne menaçait jamais personne explicitement, mais la façon dont il accentuait chaque mot, tordait les faits et jouait avec les vérités était plus terrifiante que la violence physique. Il tissait une toile invisible autour d'Emily, instrumentalisant sa culpabilité et sa vulnérabilité. Un frisson parcourut l'échine de Richard. C'était un écho du passé. Il se souvint de Sarah, tu crois qu'il t'aime, mais quand tu dis que tu as peur, personne ne te croit.
Il avait entendu ces mêmes mots de sa défunte femme, les mots de quelqu'un qui était émotionnellement manipulé et brisé. Il avait vu Sarah s'effondrer lentement de l'intérieur, et il n'avait rien fait. Il n'y avait pas de bleu à prouver, pas de mal évident à signaler. Et quand il avait essayé d'intervenir, Sarah était seulement éloignée davantage, plus profondément dans la peur, défendant parfois même son agresseur. Il avait échoué. Il regarda Lily. Elle, enfant, était devenue plus renfermée. Richard la voyait souvent assise en silence dans le jardin, caressant le chat errant du quartier ou faisant des dessins aux couleurs étrangement sourdes. Le bracelet médical à son poignet, que Richard remarquait maintenant plus que jamais, émettait souvent de douces alertes. Un soir, après une visite particulièrement tendue de Dean, Richard trouva Lily recroquevillée sur le canapé du salon, son bracelet bipant régulièrement. Emily se précipita pour vérifier son pouls, le visage rempli d'inquiétude. La légère arythmie de Lily n'était pas seulement un problème médical, c'était devenu un levier que Dean utilisait, un autre outil pour manipuler Emily. Richard sentit une agitation croissante se resserrer dans sa poitrine. Il serra les cisailles de jardin dans sa main. Les souvenirs de Sarah, son impuissance, le regret qui le rongeait, se mêlaient maintenant à la peur pour Lily et Emily. L'histoire se répétait-elle? Pouvait-il faire quelque chose de différent cette fois-ci? Il se demanda il avait le courage de briser le cycle du silence ou il serait à nouveau le spectateur impuissant. Il retourna à son bureau et ouvrit le carnet. Les entrées détaillant les visites de Dean formaient maintenant une image plus claire, comme des pièces de puzzle assemblant en quelque chose de glacial. Les signes de manipulation et de pression psychologique étaient indéniables, mais il n'y avait toujours rien de juridiquement assez solide pour traduire Dean en justice. Emily était piégée. Lily était en danger. Richard regarda par la fenêtre. La lumière du porche des Emily brillait encore faiblement dans l'obscurité, comme un appel à l'aide silencieux. Un poids anxieux s'installa dans sa poitrine, comme de la glace se formant dans ses côtes. La peur d'échouer à nouveau le saisit, mais cette fois, elle ne le paralysa pas. Elle sonna comme une sirène des alarmes. Son instinct et sa compassion déferlèrent, plus fort que jamais. Il allait devoir faire quelque chose. Il allait devoir agir. Ce matin-là, l'air de San Mateo portait une quiétude inhabituelle. À 6 heures précises, Richard sortit dans son jardin, tenant son arrosoir familier. Il gardait toujours l'habitude de s'occuper de ses rosiers préférés. Des gouttes de rosée accrochaient aux pétales, captant la lumière du matin comme de minuscules diamants. Mais l'esprit de Richard n'était plus entièrement au jardin. Il écoutait. Toute la matinée, des bruits étranges provenaient de la maison des Emily. Il avait entendu de faibles bruits de fracas, suivis de la voix de Dean, plus aiguë et plus forte que des habitudes. Emily semblait répondre d'un ton plus doux, mais Richard sentait la tension monter à l'intérieur de cette maison, comme un orage sur le point d'éclater. Le carnet dans la poche de son manteau lui semblait plus lourd, lui rappelant les notes denses qui suivaient la fréquence et l'intensité des visites de Dean. Soudain, un petit cri étranglé retentit de la maison des Emily. Ce n'était pas un hurlement, c'était un son étouffé, plein de désespoir. Richard se figea, sa main se resserrant sur le tuyau des arrosages. Il se tourna vers la maison voisine, et c'est alors que Lily apparut. Elle jaillit entre les deux maisons comme un petit rayon de lumière expulsé de l'obscurité. Ses cheveux dorés étaient emmêlés et collaient à son visage pâle. Ses grands yeux bleus étaient remplis de terreur, débordant de larmes, mais elle ne cria pas. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle courait droit vers Richard, les semelles de ses tongs rouges usés claquant contre le trottoir. Lily agrippa à la jambe du pantalon de Richard, se cramponnant à lui comme un enfant qui se noie agrippe à un dernier morceau de bois flottant. Elle enfouit son visage contre sa cuisse, sanglotant. « Monsieur, il est revenu », murmura Lily, sa voix brisée par la panique. Maman se cache à l'intérieur. Elle a très peur. Il veut m'emmener. À ces mots, Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il veut l'emmener. Les mots de Lily le frappèrent en plein cœur, touchant la peur primale de tout père, de quiconque a déjà connu l'impuissance. Il baissa les yeux vers elle. Le bracelet médical à son poignet vibrait violemment, ses minuscules voyants clignotant en guise d'avertissement. Son rythme cardiaque s'emballait dangereusement à cause de la détresse émotionnelle. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une preuve physique. Richard n'eut besoin d'aucune autre explication. Ce bracelet et la terreur dans les yeux de Lily en disaient plus que n'importe quel mot. Sans hésiter,
Il sortit son téléphone de sa poche. Il avait fait ses recherches. Au lieu de composer le numéro des urgences habituelles, il appela le centre de soutien communautaire de San Mateo, une ligne des urgences dédiée aux cas de violence domestique et de protection de l'enfance, dont il avait soigneusement noté le numéro dans son carnet. « Ici Richard », dit-il, sa voix étrangement calme malgré le tonnerre dans sa poitrine. « Je suis au 123 Maple Drive. J'ai besoin d'une assistance immédiate. Une petite fille, Lily, 7 ans, est avec moi. Elle est en grave détresse émotionnelle et souffre d'une maladie cardiaque. Son père, Dean, est à côté, au 17 Maple Drive. Il crée une perturbation et exerce une pression psychologique sur la mère de l'enfant. L'enfant dit qu'il essaie de l'emmener. Il parla clairement et précisément, fournissant toutes les informations nécessaires. La répartitrice à l'autre bout du fil répondit d'un ton calme et professionnel, lui demandant de garder Lily en sécurité. Quelques minutes plus tard, le hurlement lointain des sirènes se fit plus fort. La rue, autrefois si calme, s'anima soudainement. Des voisins regardèrent par derrière leurs rideaux, le visage marqué par la curiosité et l'inquiétude. 2 voitures de patrouille bleues et blanches du département de police de San Mateo s'arrêtèrent rapidement et proprement devant la maison des Emily. Les gyrophares rouges et bleus clignotaient sur fond de soleil levant. 2 officiers en sortirent, se déplaçant rapidement et efficacement. Ils regardèrent vers la maison des Emily, où Dean se tenait maintenant sur le seuil, bouillonnant encore de colère et de défi. Son visage se décomposa en apercevant les voitures de police. Les officiers approchèrent, un homme et une femme, tous 2 grands et imposants. « Monsieur Dean Henderson », dit l'officier masculin, la voix ferme. « Nous avons reçu un signalement pour trouble à l'ordre public. Nous avons besoin que vous quittiez les lieux immédiatement. » Dean se rebiffa, la voix basse et furieuse. « C'est ma maison. Je n'ai rien fait de mal. » Mais les yeux des officiers restèrent vifs. Ils jetèrent un regard à Richard et à Lily, qui s'accrochaient toujours fermement à lui. « Nous avons un témoin, » ajouta l'officière, son ton inflexible. « Vous avez 2 choix, partir pacifiquement, ou nous vous ferons sortir par la force. » Face à la présence des forces de l'ordre et à la panique indéniable de Lily, Dean n'avait aucune marge de manœuvre. Il lança à Richard un regard plein de venin, ses yeux hurlant la haine, comme il pouvait le déchiqueter. Puis il tourna les talons, se dirigea d'un pas furieux vers sa Cadillac noire, mit le moteur en marche et partit en trombe, laissant derrière lui une traînée de fumée et un crissement de pneus aigus. La voiture de police resta encore un moment pour assurer la sécurité. Richard serra Lily contre lui, sentant son rythme cardiaque revenir lentement à la normale. Il regarda vers Emily, qui jetait maintenant un coup d'œil depuis sa porte, les yeux remplis de larmes. Mais cette fois, elles étaient porteuses de soulagement. Cette fois, Richard avait agi. Il n'était pas resté silencieux. Après que la Cadillac noire de Dean eut disparu au bout de la rue, 2 policiers restèrent sur place, un homme et une femme. Ils se déplaçaient avec un professionnalisme discret, sans causer de perturbations supplémentaires. Richard était toujours agenouillé, tenant Lily dans ses bras. La petite fille continuait de trembler, mais la panique était passée. À sa place, il y avait de petits sanglots faibles. Emily sortit lentement de la maison. Son visage était toujours pâle, mais ses yeux brillaient maintenant d'un immense soulagement. Mademoiselle Emily, officière approcha d'elle, la voix calme et stable. « Nous sommes les officiers Parker et Miller. Est-ce que tout va bien ?» Emily hocha la tête. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Elle avança et prit doucement Lily des bras de Richard. Lily accrocha fermement à sa mère, enfouissant son visage dans sa poitrine. Richard se releva. Une vague d'épuisement le frappa, mais au fond de lui, il ressentait un étrange sentiment de paix. Moins de 10 minutes plus tard, une voiture banalisée s'arrêta. Une femme en sortit. Elle avait les cheveux sombres attachés en une queue de cheval haute, des yeux vifs et une allure confiante. C'était la détective Sarah Ramirez. Richard la reconnut grâce à des articles de presse qu'il avait lus. La détective balaya rapidement la scène du regard. Son regard se posa sur Lily, agrippée à sa mère, puis se tourna vers Richard. « Monsieur Richard, vous avez très bien agi, » dit la détective Ramirez, son ton professionnel mais avec une touche de chaleur. « Je suis la détective Ramirez. Je m'occupe des enquêtes sur la violence domestique. Je dois parler avec mademoiselle Emily et Lily, et j'y aurai aussi besoin de votre déposition. » Ils entrèrent tous dans la maison des Emily.
La maison était encore encombrée de cartons non déballés du récent déménagement. La détective Ramirez demanda à elle, officier Parker, d'emmener Lily dans le salon et de la laisser colorier avec un livre des images, n'importe quoi pour elle empêcher d'entendre les conversations difficiles. Elle, officier Miller, resta dans la cuisine avec Emily et Richard. Mademoiselle Emily, commença la détective Ramirez, sa voix remplie d'empathie. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire si nous voulons vous protéger, vous et Lily. Emily prit une profonde inspiration, ses mains tremblant alors qu'elle serrait le verre d'eau que Richard venait de lui verser. Elle commença à parler. Sa voix était faible au début, mais elle se renforça à mesure qu'elle continuait, racontant tout, le comportement toxique de Dean, comment il la manipulait par la peur et le chantage affectif, et comment il avait refusé de payer la pension alimentaire après le divorce. Elle décrivit le moment où Lily avait souffert d'une arythmie aiguë et avait eu besoin de soins des urgences, et comment Dean avait accepté d'aider à la condition qu'il n'y ait aucune contrainte légale. Il a dit que c'était une faveur, dit Emily, la voix brisée par l'émotion. Et puis il a utilisé cette soi-disant faveur pour me faire pression, pour exiger que je retourne avec lui, pour redonner à Lily sa famille. Il disait toujours, tu me le dois. Richard était assis à côté d'Emily, la poitrine se serrant à chaque mot. Son histoire ravivait une vieille blessure. C'était exactement ce que Sarah avait vécu. Je n'osais pas appeler la police, continua Emily, des larmes coulant sur son visage. Il ne me frappait pas. Il ne cassait rien. Il se contentait de se présenter, de rester là et de dire ces mots. Mon avocat a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves claires pour porter plainte. Je me sentais complètement piégé. Puis ce fut au tour de Richard. Il tendit son carnet à la détective Ramirez. J ai tenu un registre de chaque fois que Dean est venu, dit-il, la voix calme mais résolue. Les dates, les heures, la durée de sa visite, des notes sur son comportement, la réaction d'Emily, et comment Lily disparaissait ou se figeait quand il était là. La détective Ramirez feuilleta les pages, ses yeux parcourant les entrées méticuleuses de Richard. Elle hocha la tête à plusieurs reprises. C'est excellent, monsieur Richard. Ces notes sont d'une valeur inestimable. Elles établissent un schéma comportemental. C'est exactement le genre de preuve dont nous avons besoin pour prouver le harcèlement et la contrainte psychologique. Elle se tourna vers Emily. Mademoiselle Emily, avec votre témoignage et la documentation de monsieur Richard, nous pouvons immédiatement demander une ordonnance de protection des urgences. Nous vous mettrons également en contact avec des services d'aide juridique spécialisés dans les cas de violence domestique. Vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Une lueur d'espoir alluma dans les yeux d'Emily, une étincelle que Richard n'avait jamais vue auparavant. Et encore une chose, dit la détective Ramirez, se tournant pour jeter un regard à Richard, puis un bref regard à Emily. Dean Henderson n'est pas juste un tyran familial. Nous avons un dossier sur lui depuis un certain temps. Blanchiment d'argent, fraude des entreprises, transactions douteuses par le biais de son entreprise de construction. Il utilise son entreprise comme façade pour des transactions illégales, manipulant les gens à gauche et à droite. Nous essayons de rassembler suffisamment de preuves pour le faire tomber, mais il est insaisissable. Votre appel de ce matin, monsieur Richard, et ce que Lily nous a dit, combiné à ce dossier, a ouvert la porte que nous attendions. La bouche d'Emily s'ouvrit en grand, son visage devenant blême. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il réalisa qu'il venait de lever le rideau sur quelque chose de bien plus grand qu'il ne avait jamais imaginé. Cette fois, il n'avait pas seulement sauvé une famille, il avait peut-être contribué à dénoncer tout un réseau criminel. Il n'avait pas seulement protégé Emily et Lily d'un ex abusif, il avait aidé à mettre un criminel en lumière. Un autre officier entra dans la pièce et fit un signe de tête à la détective Ramirez. « Nous avons Dean en garde à vue, dit-il. » La détective Ramirez se leva. « Nous allons mener une enquête plus approfondie. Mademoiselle Emily, veuillez contacter l'avocat que je vous ai recommandé dès que possible. Monsieur Richard, nous aurons besoin que vous fassiez une déposition complète au poste. Votre coopération est essentielle. » Dean Henderson fut emmené, menottes au poignet. Les rues retrouvèrent lentement leur calme, mais ce n'était plus le même. Les voisins curieux étaient retirés chez eux, mais tout le monde savait que quelque chose s'était passé. Richard regarda Lily. Elle semblait un peu plus radieuse maintenant. La peur dans ses yeux avait diminué, et elle lui offrit même un doux sourire.
Il sut à cet instant que rester silencieux n'était plus une option, et qu'il avait sauvé quelque chose de vraiment précieux. Debout sur son porche, Richard regarda vers la maison numéro 17. Le soleil du soir baignait les toits dehors. Il ferma les yeux, laissant la brise fraîche caresser son visage. Parfois, la personne qui vous fait le plus de mal est celle qui était censée vous protéger. Et parfois, le voisin silencieux des à côté avère être celui qui vous sauve, juste au bon moment. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Dean, le quartier de San Mateo retrouva progressivement son calme habituel, mais un sentiment de malaise persistait dans LR. Emily et Lily étaient en sécurité, du moins pour elle l'instant, mais la peur continuait de s'infiltrer dans chaque recoin de la maison numéro 17. Emily parcourait la maison à plusieurs reprises, tirait les rideaux et vérifiait les serrures plusieurs fois avant d'aller se coucher. Elle sursautait même chaque fois qu'une voiture inconnue arrêtait dans la rue. Lily, bien que moins visiblement secouée, restait méfiante envers les étrangers, jetant souvent un regard instinctif vers l'endroit où la Cadillac noire de Dean avait autrefois disparu. Le bracelet médical à son poignet, bien que maintenant stable, servait de rappel silencieux de la peur qu'elle avait endurée. La détective Sarah Ramirez, avec son calme et ses yeux vifs, était devenue une présence constante pendant cette période. Elle était plus qu'une simple policière, elle était un point d'ancrage fiable. 2 jours après l'incident, elle rencontra Richard et Emily en privé au poste de police, dans une petite pièce éclairée par des néons vifs. La détective Ramirez posa un épais dossier sur la table. « Monsieur Richard, mademoiselle Emily » commença-t-elle, la voix ferme. « Cette affaire est plus complexe que nous ne le pensions au départ. Grâce à vos preuves, en particulier ce journal, nous avons maintenant des motifs suffisants pour inculper formellement Dean Henderson, non seulement pour abus psychologiques et harcèlement, mais aussi pour extorsion et potentiellement fraude financière. » Elle feuilleta le dossier. « Nous suivons Dean depuis un certain temps. Il dirige une société de construction écran qui sert de façade à une opération de blanchiment des argent à grande échelle. Il a manipulé des sous-traitants, des partenaires commerciaux, même du personnel bancaire. Emily, la façon dont il a utilisé les frais médicaux de Lily pour vous faire pression faisait partie de ce schéma. Il vous voyait comme un outil pour couvrir ses transactions illégales et contrôler le flux des informations. » Emily se redressa, les yeux fixes et sans ciller, le visage vidé de sa couleur. Richard sentit un frisson le traverser. Il regarda le dossier et le visage froid et calculateur de Dean lui revint à l'esprit. L'homme était un prédateur, délibéré et dangereux. La détective Ramirez continua, mais nous devons être prudents. Dean est rusé. Il a des avocats compétents et un vaste réseau. Même en détention, il pourrait encore exercer une pression à distance. Et comme elle avait prévenu, la pression commença. Quelques nuits plus tard, Emily commença à recevoir des appels silencieux au milieu de la nuit. Le téléphone sonnait à plusieurs reprises, puis s'arrêtait. Puis vinrent les étranges SMS. Pas des expéditeurs clairs, seulement de courtes phrases glaçantes comme « Tu ne pourras pas te cacher de moi pour toujours » ou « Mes yeux sont partout ». Emily essaya de bloquer les numéros, mais des messages similaires continuaient d'arriver de différentes sources. Chaque vibration de son téléphone la faisait sursauter. Richard aussi commença à remarquer des choses étranges. Un après-midi, alors qu'il lisait sur son porche, il aperçut une berline argentée garée au bout de la rue. Elle resta plus longtemps que la normale, vide. Le lendemain, la même voiture réapparut, garée à un autre endroit. Richard commença discrètement à installer des caméras de sécurité supplémentaires autour de sa maison, non seulement face à la rue, mais aussi couvrant l'allée menant à la maison d'Emily. Il avait appris à lire ces signes. Il commença à prendre des nouvelles d'Emily plus intentionnellement. Chaque matin, en arrosant ses plantes, il s'attardait un peu plus longtemps près de la clôture, faisant semblant de tailler quelque chose. « Bonjour, Emily » disait-il de sa voix chaude et stable. « Tout va bien ? Besoin de quelque chose ?» Emily resta prudente au début. « Je vais bien, merci, monsieur. » Mais peu à peu, elle commença à faire confiance à Richard. Un matin, alors que Richard sortait les poubelles, Emily sortit, elle air épuisée. « Monsieur Richard, dit-elle doucement. Pourriez-vous surveiller Lily un petit moment ? Je dois sortir chercher des médicaments pour elle. Je ne veux pas la laisser seule à la maison. » Richard hocha immédiatement la tête. « Bien sûr, Emily. Allez-y, Lily sera en sécurité ici. » Il fit entrer Lily chez lui. Au début, la petite fille était encore timide, s'accrochant à lui.
Richard sortit une boîte de briques Lego qu'il avait achetée pour son petit-fils mais n'avait jamais eu l'occasion d'y envoyer. Lily est assis par terre, assemblant soigneusement les pièces. Richard est assis à proximité, lisant un livre. Il observait. Il y avait encore une trace de tristesse dans ses yeux, mais la peur profonde qu'il avait vue auparavant s'estompait. Elle avait recommencé à sourire davantage, de petits sourires purs. Un après-midi, Richard lisait le journal sur son porche quand Lily accourut, brandissant un dessin. « Monsieur Richard, j'y ai dessiné ça pour vous. » Il regarda l'image. Elle montrait un homme grand arrosant des plantes avec une petite fille souriante à ses côtés. Le dessin était plein de couleurs vives, un contraste frappant avec les croquis sombres et lugubres qu'elle faisait autrefois. « C'est magnifique, Lily, dit chaleureusement Richard. Tu as beaucoup de talent. » Lily gloussa et se blottit dans ses bras. Elle commença à parler de l'école, de ses nouveaux amis, de son professeur. Richard écoutait. Il pouvait sentir la confiance et le sentiment de sécurité qu'elle en était venue à placer en lui. Lily le voyait comme un héros tranquille, un protecteur doux, une présence stable dans son monde. Ce soir-là, la détective Ramirez appela. « Monsieur Richard, dit-elle. Nous avons rassemblé plus de preuves. » Le filet se resserre. Nous avons trouvé des informations sur plusieurs comptes bancaires et sociétés écrans que Dean utilisait. Mais il ne se laissera pas faire sans se battre. Il est rusé et il fera tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Richard regarda Lily jouer joyeusement avec des pétales de rose dans son jardin. Il savait que la détective Ramirez avait raison. Le combat n'était pas terminé. Mais cette fois, il ne resterait pas sur la touche. Cette fois, il serait le protecteur. Quelques jours plus tard, une enveloppe brune unie sans adresse de retour apparut dans la boîte aux lettres de Richard. À l'intérieur se trouvait une carte de rendez-vous, quartier général de la police de San Mateo, division des enquêtes spéciales. Aucune explication, juste un nom, détective Sarah Ramirez. Richard comprit immédiatement. Le moment était venu. Lui et Emily rencontrèrent la détective Ramirez dans une petite salle de conférence sans fenêtre, avec juste une table rectangulaire en bois et 3 chaises. L'air était lourd de tension. La détective Ramirez posa un projecteur sur la table. La première image qui apparut était un diagramme complexe rempli de flèches et de carrés, étiqueté avec des noms des entreprises et des comptes bancaires. Monsieur Richard, mademoiselle Emily, commença la détective Ramirez, sa voix stable et ferme. Ce que je vais partager va bien au-delà des cas de violence domestique typique. Grâce aux informations de vous deux, en particulier le carnet de Monsieur Richard et la déposition de Mademoiselle Emily, nous avons pu étendre notre enquête. Dean Henderson n'est pas seulement un manipulateur, il est à la tête des réseaux criminels. Elle cliqua à nouveau. Le diagramme se modifia, révélant des sociétés de construction écran, des comptes bancaires offshore et les noms de diverses personnes. L'entreprise de construction de Dean n'est qu'une façade, expliqua Ramirez. Il blanchit de l'argent sale à travers elle, de l'argent probablement lié à la drogue, au trafic des armes ou aux prêts usuraires. Il cible les personnes vulnérables, celles en difficulté financière, et les attire dans ses schémas. Puis il exerce une pression psychologique pour les réduire au silence. La main d'Emily vola à sa bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les larmes montèrent. « Non, pas possible, murmura-t-elle. Et il a fait tout ça ? La détective Ramirez hocha doucement la tête, ses yeux remplis de compassion. Dean est un maître manipulateur. Il attaque à la faiblesse. Des gens comme vous, Emily, ou ceux qui ont besoin d'argent pour des frais médicaux ou des dettes. Nous avons des dossiers de cas similaires dans des autres États. Certaines personnes ont disparu, des autres ont fait faillite. Des vies détruites. Un frisson parcourut l'échine de Richard. Disparue. Détruite. Il pensa à Sarah, se souvenant comment elle avait été prise dans ce filet invisible. Pas de bleu sur son corps, mais complètement brisé à l'intérieur. Il n'avait pas réussi à saisir l'ampleur de la situation à l'époque. Et il y a un autre détail crucial, dit la détective Ramirez en se tournant vers Richard. Il vient de Lily. Richard et Emily levèrent les yeux instantanément. Quand j'y ai parlé à Lily, continua Ramirez, elle était terrifiée au début. Mais quand je lui ai donné des crayons et du papier, elle a fait un dessin. Elle projeta l'image. C'était un dessin des enfants, maladroit mais sans équivoque. Elle avait dessiné un grand homme avec un visage en colère, entouré de mauvais amis, de grosses boîtes et de chiffres.
Et elle m'a dit, Papa Dean parle toujours à oncle Marcus de l'argent dans les boîtes. Marcus, demanda Richard. Vous voulez dire Marcus Thorne? Le nom lui disait quelque chose. Il avait vu dans ses notes, un des hommes avec qui Dean était souvent vu. C'est exact, Marcus Thorne, confirma Ramirez. C'est le bras droit de Dean. Lily a accidentellement entendu ou peut-être vu des discussions sur des affaires illégales. Ces grosses boîtes qu'il déplaçait. Les petits détails qu'un enfant a relevés nous ont aidés à relier les points. Nous avons identifié des comptes cachés, des entrepôts secrets. Lily est le témoin clé que personne n'attendait. Emily couvrit sa bouche, secouée jusqu'à la moelle. Elle sanglota, berçant sa tête entre ses mains. Elle a vu tout ça. Oh, mon Dieu, ma petite Lily. Richard posa une main sur son épaule, essayant de la réconforter. Ses yeux restèrent fixés sur le dessin. Une enfant si innocente détenait maintenant la connaissance d'un monde auquel Hélène aurait jamais dû être confrontée. Il se souvint des mots chuchotés par Lily dans le jardin, « Maman M a dit de ne le dire à personne ». Et maintenant, il comprenait. Elle avait porté un fardeau bien trop lourd pour son âge. La détective Ramirez éteignit le projecteur. La pièce retrouva sa pleine lumière. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour inculper Dean Henderson de multiples infractions graves. Extorsion, blanchiment des argent et direction d'une entreprise criminelle. Nous allons également inculper Marcus Thorne et des autres associés. Elle regarda directement Richard et Emily, sa voix devenant grave. Mais il y a aussi de mauvaises nouvelles. Dean est extrêmement dangereux. Il ne se laissera pas faire sans se battre. Acculé, il est capable de tout. Il y a une réelle possibilité qu'il essaie d'atteindre Lily, soit pour lui faire du mal, soit pour l'utiliser comme moyen de pression. Nous allons renforcer la protection autour de vous deux, mais vous devez rester en état d'alerte maximale à tout moment. Juste après la réunion, Richard passa à l'action. Il rentra chez lui et appela entreprise de sécurité, demandant une mise à niveau complète de tout le système de caméras, ainsi que l'installation de détecteurs de mouvement et de systèmes d'alarmes supplémentaires. Il acheta même une lampe de poche ultra puissante et une alarme de sécurité personnelle, les plaçant dans des endroits faciles d'accès. Il apprit à les utiliser et entraîna à des scénarios d'urgence. Il ne porterait pas des armes, mais il préparait tout le nécessaire pour protéger les personnes envers qui il s'était engagé. Richard regarda Emily et Lily. Lily jouait dans la cour, gloussant alors que le chien du voisin courait vers elle. Emily était assise sur le porche, regardant sa fille. Son visage était encore pâle, mais ses yeux montraient maintenant une force tranquille. Elle lui faisait entièrement confiance maintenant. Il sentait une responsabilité lourde mais pleine de sens. Cette fois, il ne laisserait pas la tragédie frapper à nouveau. Les lumières blanches et froides de la salle des audiences numéro 3 du tribunal supérieur de San Mateo éclairaient directement les bancs en bois rigide. L'air était lourd de tension. C'était le premier jour du procès de Dean Henderson. Emily était assise au premier rang à côté de son avocate, une femme aux cheveux attachés en un chignon serré et aux yeux d'acier. Les mains d'Emily reposaient sur ses genoux, si serrées que ses jointures étaient devenues blanches. Richard était assis juste derrière eux, portant un costume sombre que Hélène n'avait pas mis depuis sa retraite. Le col de sa chemise lui semblait rigide et inconfortablement serré. Il était préparé pour ce moment pendant des semaines. Emily avait rencontré son avocate des innombrables fois, répétant son témoignage, racontant dans les moindres détails les mois passés sous la manipulation de Dean. Lily, trop jeune pour comparaître au tribunal, avait fait enregistrer sa déposition lors d'un entretien privé avec la détective Ramirez, sous la supervision d'un psychologue pour enfants. Richard avait relu son carnet des dizaines de fois, assurant que chaque fait était exact et prêt. Dean Henderson entra dans la salle des audiences, escorté par 2 officiers. Il portait un costume impeccable, mais son visage était tendu, ses yeux froids balayant la pièce avant de s'arrêter sur Emily, puis sur Richard. Même maintenant, Dean ne pouvait cacher l'arrogance et la colère qui couvaient juste sous la surface. Avocat de la défense de Dean, un homme corpulent à expression suffisante, prit la parole en premier. Il tenta de tisser une histoire de divorce amer et des accusations fabriquées par une ex-femme vengeresse. Il efforça de discréditer Emily, la dépeignant comme négligente et cupide, et présentant Richard comme un vieil homme délirant vivant reclus. Emily fut la première à monter à la barre des témoins. Elle leva la main, sa voix tremblant au début, à peine audible, « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. »
Le procureur commença l'interrogatoire. Émilie raconta tout, depuis les premiers jours après le divorce, quand Dean refusait de payer la pension alimentaire pour Lily. Elle avait besoin d'une opération du cœur, dit-elle, la voix brisée. Dean a accepté d'aider, mais seulement de manière officieuse. Pas de documents, pas d'accord légal. Il a appelé ça une faveur. Elle décrivit comment Dean avait utilisé cette faveur comme levier, appliquant une pression émotionnelle constante, la manipulant, exigeant qu'elle retourne avec lui, insistant pour qu'elle lui redonne une famille. Émilie présenta les preuves, les messages anonymes que la détective Ramirez avait retracés jusqu'à Dean, des copies des factures des hôpitaux vérifiant l'état de Lily, et un appel téléphonique enregistré que Émilie avait risqué de faire pendant que Dean la pressait de lui céder Lily. L'avocat de Dean se leva pour contester sa crédibilité. « Mademoiselle Émilie, dit-il, sont-on chargé de scepticisme. Avez-vous une preuve concrète que mon client vous a contrainte émotionnellement, ou ne sont ce que les mots d'une femme encore obsédée par son ex-mari ?» Émilie regarda directement Dean, qui était assis au banc des accusés, les yeux pleins de défi. « Il n'avait pas besoin de me frapper, monsieur, dit Émilie, sa voix maintenant plus stable. Ces mots étaient plus terrifiants que n'importe quel mal physique. Puis ce fut au tour de Richard. Il avança vers la barre. Bien qu'il ait autrefois été à l'aise pour diriger des conseils des administrations de puissantes sociétés, se tenir ici, face à un tribunal, était une expérience entièrement différente. Il posa sa main sur la Bible. « Monsieur Richard, demanda le procureur. Pouvez-vous décrire ce dont vous avez été témoin ?» Richard raconta les détails. Il décrivit les schémas de Dean, ses visites inopinées, son langage corporel autour des Émilie et Lily. Il brandit son journal. Chaque fois que Dean Henderson se présentait, mademoiselle Émilie devenait visiblement tendue et la petite Lily se cachait. Une fois, je l'ai entendu murmurer, « Il va faire du mal à maman. » L'avocat de Dean se leva, la voix pleine de sarcasme. « Monsieur Richard, vous êtes un millionnaire à la retraite, un reclus, n'est-ce pas? Avec un passé plutôt malheureux, une femme décédée dans des circonstances, disons, peu claires. Dites-moi, monsieur, cherchez-vous la rédemption, ou voyez-vous simplement des fantômes nés de votre propre conscience coupable ?» Richard soutint le regard de l'avocat sans ciller. Il se tourna ensuite vers Dean, qui lui sourit avec une suffisance tranquille. « Maître, dit Richard, sa voix calme mais résonnant dans toute la salle des audiences. J'y ai peut-être échoué dans mon passé, mais j'y ai appris quelque chose de vital. La peur ne laisse peut-être pas de bleu, mais elle est bien réelle. Et quand un enfant appelle à l'aide, aucun homme ne devrait rester silencieux. » La salle des audiences tomba dans un silence complet. Ensuite, la détective Sarah Ramirez prit la parole. Elle présenta des preuves tangibles, des relevés bancaires montrant les activités de blanchiment des argents de Dean, des transactions illicites effectuées par le biais de son entreprise de construction, et des témoignages des autres victimes qu'il avait manipulées. Elle projeta un des dessins de Lily sur l'écran de la salle des audiences, une image grossière du mauvais ami de son père et de argent dans les boîtes. Elle enchaîna avec des données de criminalistique numérique du téléphone de Dean, prouvant qu'il avait suivi Émilie et Lily. Le tournant se produisit lorsque Dean, acculé par le poids des preuves, craqua. Il perdit le contrôle et cria « C'est de la diffamation. Vous essayez tous de me ruiner. » Ses yeux brillaient de fureur alors qu'il lançait un regard à Richard et Émilie, un regard rempli de haine, une menace silencieuse et glaçante, plus menaçante que toutes ces intimidations passées réunies. À l'extérieur de la salle des audiences, Lily était assise avec une policière en uniforme. Sentant la tension monter, elle serra instinctivement la main de l'officière. Le premier jour du procès se termina dans le chaos. Le juge ordonna une suspension de séance, exigeant un examen plus approfondi des nouvelles accusations et une enquête plus poussée. Mais le déséquilibre des pouvoirs avait clairement basculé. Dean était plus en contrôle. Alors que les officiers escortaient, il jeta un regard froid et calculateur vers Richard et Émilie juste avant que les portes de la salle des audiences ne se referment. Ce regard disait tout. Il n'en avait pas fini. Richard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette victoire n'était que le début. Le danger était loin d'être écarté. Mais cette fois, Richard n'était pas seul. Il avait pris position. Le verdict tomba une semaine plus tard. Personne ne fut surpris. Dean Henderson fut reconnu coupable de toutes les charges, violence domestique, harcèlement, extorsion et multiples chefs des accusations liées au blanchiment des argents.
Il reçut une peine à la hauteur de ses crimes, des années derrière les barreaux, garantissant qu'il ne représenterait plus une menace pour Emily et Lily pendant très longtemps. La nouvelle du procès et de la sombre vérité derrière Dean inonda les journaux locaux et les chaînes des informations régionales. Dean, autrefois considéré comme intouchable, fut finalement abattu grâce à des témoignages courageux et des preuves irréfutables. Emily et Lily n'étaient pas présentes au tribunal le jour du prononcé de la peine. La détective Ramirez leur avait conseillé de rester à la maison, leur épargnant le traumatisme de voir Dean une dernière fois. Au lieu de cela, elles restèrent dans le salon des Emily avec Richard. Lorsque la détective appela pour annoncer la nouvelle, Emily reposa lentement le téléphone, son corps entier s'effondrant sur le canapé. Un long soupir échappa de sa poitrine, un soupir de libération, un poids énorme enfin levé. Lily, sentant le soulagement de sa mère, se blottit sur ses genoux et toucha doucement le visage de sa mère. « Maman, il ne reviendra plus, n'est-ce pas ?» demanda doucement Lily, sa voix encore teintée d'une pointe d'inquiétude. Emily serra sa fille contre elle, des larmes coulant sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « C'est vrai, ma chérie. Plus jamais. Nous sommes en sécurité maintenant. » Richard les regarda, et un profond sentiment de paix l'envahit. C'était le genre de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Sarah. Pendant des années, la culpabilité de ne pas avoir pu sauver sa femme avait hanté, isolant dans cette grande maison solitaire. Mais maintenant, il avait empêché une autre tragédie de se produire. Il avait agi. Il avait réussi. Il n'était plus un homme hanté par le passé, mais quelqu'un qui avait changé une vie, changé un avenir. Le fardeau sur ses épaules allégea, remplacé par quelque chose de plus léger et de bien plus significatif. L'histoire de Richard et de son acte d'héroïsme silencieux se répandit rapidement dans toute la communauté de San Mateo. Richard, homme reclus que peu de gens connaissaient vraiment, était maintenant considéré comme un héros silencieux. Une fois que la vérité sur Dean éclata et que le rôle de Richard fut pleinement compris, la communauté se rallia autour des Emily et Lily. Un fonds de quartier fut créé pour aider à couvrir les frais juridiques et de subsistance des Emily pendant la transition. Les maires du quartier se relayaient pour emmener Lily à l'école. Les propriétaires de commerces locaux offrirent à Emily de petits travaux de comptabilité pour lui fournir un revenu stable. Elle eut plus à travailler tard dans la nuit, et les cernes sous ses yeux disparurent lentement. Elle commença à paraître plus radieuse, plus confiante. Quant à Lily, désormais véritablement en sécurité, elle s'épanouit de nouveau en une petite fille heureuse et énergique. Le bracelet médical à son poignet avait finalement été retiré, avec l'approbation du médecin. Elle courait librement dans la cour, son rire résonnant dans le quartier. Hélène était plus timide avec les étrangers, surtout pas avec Richard. La relation entre Richard, Emily et Lily devint quelque chose de spécial. Il n'était pas une famille au sens traditionnel du terme, mais le lien qu'ils partageaient était bien plus profond que ce que la plupart des voisins connaissent. Richard passait souvent. Il lisait des livres à Lily, lui racontait des contes de fées et des histoires sur le monde au-delà, des récits tirés de sa propre vie. Il aidait Emily à la maison, réparant les robinets qui fuyaient, taillant les buissons envahissants. Lily le voyait comme un grand-père ou un oncle bien-aimé. Elle se rendait souvent chez lui, elle aidait à arroser les plantes et dessinait des images colorées des deux souriant ensemble. Richard ne vivait plus reclus. Il commença à participer aux activités communautaires. Il devint bénévole au centre de San Mateo pour les survivants de la violence domestique, où il partageait son histoire, celle de Sarah, celle d'Emily, pour aider les femmes et les enfants encore piégés dans des relations toxiques. Il trouva un but plus profond en aidant les autres, en étant une voix pour ceux qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes. Il disait souvent, j'y ai appris que parfois, notre silence peut être plus dommageable que des mots destinés à blesser. Un soir, Richard était assis sur son porche, contemplant tranquillement le quartier paisible. Les lampadaires étaient allumés. Il pouvait voir la lueur chaude des fenêtres d'Emily de l'autre côté de la rue, et le rire clair et joyeux de Lily résonnait faiblement dans l'air. Il sourit. Il savait qu'il avait sauvé quelque chose de précieux. La lumière qui brillait de la maison d'Emily n'était pas seulement la lueur d'une maison, c'était la lumière de l'espoir, la lumière d'une nouvelle vie renaissant de ses cendres. 5 ans étaient écoulés depuis le jour où le hurlement d'une sirène de police avait brisé le silence de San Mateo, emportant Dean Henderson et tirant Emily et Lily de l'ombre. Maple Drive était toujours aussi paisible, mais la vie de ceux qui y vivaient avait complètement changé. Lily était maintenant une jeune fille de 12 ans,
plus grande, plus forte, et la peur qui obscurcissait autrefois ses yeux bleus vifs avait disparu. Elle était vive, intelligente et constamment l'une des meilleures élèves de sa classe. Le bracelet médical que elle portait autrefois avait été retiré depuis longtemps, elle n'étant plus qu'un vague souvenir. Bien qu'elle prît toujours ses médicaments à l'heure, son rythme cardiaque était complètement stabilisé. Ses rêves avaient commencé à prendre une forme claire. Lily voulait devenir pédiatre pour aider des autres enfants, en particulier ceux souffrant de maladies cardiaques. Elle passait des heures à la bibliothèque, dévorant des livres sur la médecine et la science. Emily était complètement rétablie, non seulement émotionnellement mais aussi physiquement. Hélène était plus la femme mince et épuisée que Richard avait connue. Elle avait établi sa carrière de comptable indépendante et avait même développé son entreprise, embauchant quelques assistants en cours de route. Emily n'avait plus à cacher ses difficultés financières, elle était devenue une mère forte, indépendante et confiante. Elle participait fréquemment à des groupes de soutien pour les femmes ayant subi des violences familiales, partageant sa propre histoire pour donner de la force à des autres qui avaient parcouru le même chemin sombre que elle. Richard, lui, gardait toujours sa routine matinale, arrosant sa lavande et ses rosiers bien-aimés. Son jardin, autrefois un refuge tranquille pour une âme blessée, était maintenant devenu un espace rempli de rire. Lily et ses amis venaient souvent, surtout pendant l'été. Il aidait à arroser les plantes, lisait des livres ensemble ou asseyait simplement pour écouter ses récits de voyage. Richard était plus un millionnaire reclus. Dans la communauté de San Mateo, il était devenu connu comme un homme au cœur des ors, un voisin qui n'hésitait jamais à agir quand cela comptait, un héros silencieux. Un jour, Lily fut hospitalisée de manière inattendue en raison d'un épisode soudain des arythmies. Bien que sans danger pour sa vie, cela nécessitait un traitement plus intensif et de nouveaux médicaments coûteux. Emily était abasourdie. Elle savait que les coûts dépasseraient de loin ce qu'elle pouvait se permettre. Elle essaya tout, envisageant même de vendre sa maison. Sans hésiter, Richard vint la voir. Il avait discrètement suivi les finances d'Emily et était pleinement conscient de sa situation. « Emily, dit Richard, sa voix calme et ferme. Tu n'as plus à te soucier des dépenses de Lily. Je m'occupe de tout à partir de maintenant. Tous les frais médicaux et de prescription de Lily seront pris en charge par moi. » Emily regarda Richard, les yeux remplis de larmes. « Monsieur Richard, je ne peux pas. Je ne sais même pas quoi dire. »« Laisse-moi faire, Emily, » répondit Richard, posant une main stable sur son épaule. « C'est quelque chose que je veux faire. Lily fait partie de notre famille. » Et Richard tint parole. Il utilisa une grande partie de sa fortune non seulement pour couvrir entièrement tous les traitements médicaux et les soins de Lily jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie et indépendante, mais aussi pour créer une fondation caritative appelée la Fondation Sarah Richard, là où la lumière ne reste pas silencieuse. La fondation fournit un soutien juridique, médical et psychologique aux femmes et aux enfants victimes de violences domestiques et de manipulations émotionnelles. Richard impliqua activement dans ses collectes de fonds, organisa des séminaires de sensibilisation et partagea souvent sa propre histoire pour encourager les autres à ne pas rester silencieux. Le passé douloureux avec Sarah était transformé en un héritage de compassion. Un après-midi d'été, Richard, Emily et Lily étaient assis ensemble dans le jardin derrière la maison de Richard. Lily, maintenant une jeune femme gracieuse, parlait avec enthousiasme de ses projets de postuler en médecine. Emily écoutait, le visage rayonnant de bonheur. « Tu vas faire un merveilleux médecin, Lily, » dit doucement Emily en caressant les cheveux de sa fille. « Tu vas aider tellement de gens. » Lily hocha la tête, puis se tourna vers Richard. « Monsieur Richard, je ne sais pas où je serais sans vous. Pour tout. » Richard la regarda, les yeux remplis de fierté et un profond sentiment de paix. Il jeta un coup d'œil à Emily et vit la résilience et la joie se refléter dans ses yeux. Il avait trouvé le vrai sens de sa vie, non pas dans la richesse ou le succès technologique, mais en devenant un protecteur, un phare pour ceux qui n'avaient personne d'autre pour les défendre. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus de San Mateo, Richard assis tranquillement sur son porche, sentant la douce brise du soir sur sa peau. Il repensa au voyage, à la douleur et à la perte, au moment où Lily avait murmuré dans le jardin, à l'obscurité que Dean avait apportée, et à la renaissance tranquille d'Emily et Lily. Autrefois, il avait cru que le silence était la sécurité. Mais maintenant, il comprenait, parfois, le silence est le plus grand ennemi de tous. Certaines blessures ne laissent pas de cicatrices, mais elles peuvent quand même faire trembler toute une vie dans le noir. Et certains héros ne portent pas de cape.
Il ne compte pas sur la force ou le pouvoir. Il refuse simplement de rester silencieux quand quelqu'un a besoin de protection. L'histoire de Richard, Emily et Lily est un rappel silencieux et puissant. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire n'est pas un grand geste. C'est choisir d'écouter vraiment. C'est tendre la main au bon moment. C'est offrir de la gentillesse sans condition. Que pensez-vous du silence lorsque vous voyez quelque chose de mal se produire autour de vous? Avez-vous déjà pris la parole pour quelqu'un ou souhaitez que quelqu'un prenne la parole pour vous? Et si aujourd'hui vous semble lourd, prenez un moment. Prenez une profonde inspiration, sirotez quelque chose de chaud, et rappelez-vous doucement que vous continuez d'avancer, et que vous n'êtes pas seul. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'à la fin. Si elle a touché quelque chose en vous, j'y aimerais beaucoup vous lire. Laissez un commentaire ci-dessous. Votre voix compte ici, et je me soucie sincèrement de la façon dont vous allez.